in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oui, j'arrive. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Biprod. Et en cette fin d'année, nous allons parler d'une chose qui n'a absolument rien à voir avec Noël. Ouais, je sais, vous attendiez un truc genre un Disney, un Ghibli ou un Pixar, mais non. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Ne me demandez pas pourquoi j'ai un bonnet, puisque je l'aimais bien. Bref, comme beaucoup de Français des années 2000, j'ai grandi avec Lou, l'un des personnages de bande dessinée les plus connus d'Europe. Et donc pour cette fin d'année, j'ai décidé de vous en parler. Allez, voilà, on commence, allez, oh. Lou est une série animée de 52 épisodes réalisée par Jérôme Muscadet et adaptée de la bande dessinée du même nom, créée par Julien Nine en 2004. La série raconte la vie de Lou, une collégienne blonde de 12 ans qui n'a jamais connu son père, qui vit avec sa mère, qui a une meilleure amie, qui va adopter un chat et qui est amoureuse de son voisin Tristan depuis un bon nombre d'années. Là vous pouvez penser à n'importe quelle série faite pour adolescentes, mais je vous rassure, là on a des vrais scénaristes, des vrais acteurs et des budgets. Donc je vous rassure, là ça va beaucoup plus loin. C'est cool visuellement, l'ambiance est très bonne et parfois prenante, l'humour est bien mené, et, chose que je trouve très rare pour une série d'animation française, le voice acting est génial, au point où la série vaut le coup d'être vue, juste pour entendre Béatrice Delaboulaye et Catherine Colomb doubler Lou et sa mère. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Maman? Mais et toi alors? Je croyais que tu avais un chapitre de sidéra à terminer. Mais... Ah non, tu ne vas pas me la faire à l'envers. C'est moi ta mère, c'est moi qui pose les questions. C'est limite si la série veut pas casser les codes de l'animation. Pour preuve, dans l'épisode 46, sur un flashback, Lou a brisé le 4ème mur. Là, d'un ton cruel et sans appel, elle m'a dit... Non. Et au niveau du visuel, je vais vous parler de quelque chose. Les adaptations de BD en animation, comme La Vallée des Dalton ou Le Domaine des Dieux, ce sont bien des adaptations de BD. Mais les adaptations live, comme Mission Cléopâtre ou Sur la piste du marsupilami, sont des réadaptations de BD. Donc étant donné que tout ne peut pas passer en live, des fois on réécrit des trucs. Comme Mission Cléopâtre, qui tient avant tout sur cette scène. Ce qui fait que les adaptations en animation sont plus faites pour les puristes. Pour revenir à Lou, même si c'est de l'animation où tout bouge, comme la série Gaston ou les nouvelles aventures de Lucky Luke, ils sont dans un style où les designs des personnages et des décors restent fidèles aux originaux. Là où certaines adaptations live peuvent se retrouver avec un style de costume cheap fait à la va-vite par toi et tes parents. Sans oublier qu'une BD, c'est un peu comme un storyboard, et que l'animation c'est plus facile pour en adapter une. Au niveau des qualités, je le redis, c'est cool visuellement, la musique est très bonne. A Day in My Life a réussi à me faire pleurer. Après peut-être la seule chose que j'aurais à reprocher à la série, c'est la durée des épisodes. Il y a tellement de choses dont la série peut parler que des fois t'as envie que ça aille beaucoup plus loin. Ou alors peut-être des épisodes à arc narratif remontés pour passer en un épisode, comme quand Lou, Richard et sa mère partent à la montagne et où on apprend qu'il y a un triangle amoureux entre Richard, Ludmilla et la mère de Lou. Mais bon, je peux comprendre, les séries d'animation françaises en général ont un budget assez réduit, donc là je pardonne. Il y a aussi dans la série une utilisation du mensonge qui montre le fait que parfois ça peut sortir d'une mauvaise situation. Dans l'épisode 11, Tenue de soirée, où la mère de Lou se rend à une soirée de jazz organisée par Richard, où pour pas se taper la honte, elle prétend jouer de la flûte à bec. Félicitations, vous avez réussi à faire autre chose que de parler à une caméra ou un micro. Vous avez réussi. Vous êtes génial. C'est merveilleux. C'est magnifique. C'est prodigieux. Oh là là. C'est magnifique. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh là 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 là. C'est merveilleux. C'est magnifique. Oh. Et finalement, grâce au mensonge, non seulement elle s'est sortie d'une galère, et elle a réussi à jouer de la flûte. Et la série arrive même parfois à être touchante, comme l'épisode 18 où on apprend les origines de Lou, pourquoi elle a jamais connu son père, tout ça, Lou qui doit apprendre à quitter le monde de l'enfance, ou même la fin elle-même, où on retrouve Lou en larmes face à l'appartement vide du gars qu'elle a aimé en secret depuis plusieurs années. Et avant de passer à la deuxième partie, je voudrais vous faire une confidence. Depuis longtemps, moi, les fans, et clairement la télévision elle-même, nous espérons le retour de Lou sur le petit écran. Mais ça fait des années que Glénat et Gwen Productions tortillent du cul sur ce sujet. Je veux dire, honnêtement, c'est quoi leur excuse? Oh mais adapter Lou c'est trop compliqué. Connerie. On a no good. Ça adapte une bande dessinée, les épisodes durent 12 minutes, c'est de l'animation traditionnelle. Ça valait pas la BD, mais ça en a fait une série à succès quoi. De plus, Titeuf a prouvé que la France avait les moyens de prendre une BD et lui donner une bonne gueule en animation. Et surtout, la série dure depuis plus de 10 ans, donc juste ça doit vous motiver. Oh mais pour refaire Lou on a plus les moyens. Attendez. Vous allez pas me la faire à moi. Vous allez quand même pas me dire
qu'après 3 saisons de Wakfu, on n'a plus les moyens de faire Lou, sans doute l'une des BD les plus faciles à faire en animation. Oh mais Lou, c'est compliqué à écrire en série. Ça fait plus de 10 ans que Lou est en format serré avec les bandes dessinées. Je veux dire, même Xylam a réussi à faire que des histoires inédites avec Lucky Luke. Et aussi, en comptant les BD, la France compte un bon nombre des meilleures séries d'animation occidentales à son actif. Juste. Oh mais Lou, s'est arrêté dans les BD donc La suite. Lou Journal Infime est un film génial, et de mon point de vue, c'est un véritable chef-d'œuvre. Le Journal Infime est un film réalisé par Julien Nil, adapté de la série de BD culte créée par Julien Nil. T'as compris le truc, j'espère. Lou, cette fois-ci incarnée par Lola Lasseron, est une jeune fille de 12 ans. Mais il y a un problème, sa mère, cette fois-ci incarnée par Ludivine Sagny, attendez là... Oh la merde de Lou des yeux. Ah non, c'est normal. Sa mère, incarnée par Ludivine Sagny, bah elle est malheureuse. Au même moment, Richard, joué par Kian Kojandi, Qui pour une fois a des cheveux. emménage en face de chez elle, ce qui fait que Lou va faire en sorte que sa mère et Richard se mettent ensemble. Et de son côté, elle va connaître une histoire d'amour avec Tristan, qu'elle surveille depuis plusieurs années tellement elle en est amoureuse. Ce qui l'amènera à vivre des aventures avec sa mère, son voisin, son chat, ses potes, et bien sûr Tristan, qui est un gars cool. Et le film aussi est ultra cool. C'est la meilleure transition du monde. Le film est magnifique. Avec des scènes ultra colorées et ultra détaillées, on a l'impression que les décors et les couleurs sont des personnages à eux tout seuls. Ça fourmille de détails, il y a des bons gags visuels entre les personnages, c'est génial sur l'aspect technique, l'humour fait mouche, Lasseron et Sagny ont une très bonne alchimie, il y a parfois des clins d'œil par-ci par-là à la BD, il y a des visuels qui peuvent être vus comme des références, et niveau adaptation, c'est extrêmement fidèle dans les personnages, dans les décors, et même dans les dialogues des personnages. Bah c'est ultra fidèle. C'est même pas possible de faire plus fidèle, à moins de le faire en animation. Imaginez, Julien Nil a même été reprendre le compositeur musical de la série. Et le film arrive même à conserver le style de la BD, tout en créant le sien. Vous voulez une adaptation fidèle? Ok, il y a tous les éléments de la BD. Il y a le chat, il y a Mina, il y a Gino, il y a la grand-mère de Lou, il y a Madame Schurm, et il y a Tristan, pour dire. Il y a même des scènes en animation style Japon au moment où la mère de Lou écrit l'histoire de Sidera. Et une ambiance un peu dans le style de Kiki la petite sorcière. Par son style enfantin, ses couleurs, ses personnages et sa musique rappelant parfois celle de Joe Hisaishi, qui est le compositeur légendaire du studio Ghibli. A partir de ça, le film est une véritable déclaration d'amour à la BD qu'il adapte. Surtout que j'adore le concept de la malle de la honte. Et le film a même un très bon message, qui est selon moi, n'abandonne jamais. Et c'est en affrontant leurs défauts que nos héroïnes ont chacune réussi à faire le grand pas, à se réconcilier et à reprendre leur vie en main. En fait, les changements, c'est plus au niveau scénaristique de l'histoire, étant donné que beaucoup d'éléments arrivent plus tôt, vu que c'est un mélange des 4 premiers albums. Lou est en couple avec Tristan, la mère de Lou et Richard sont en couple alors qu'ils le sont vraiment qu'à la fin de la deuxième BD, et elle rencontre rapidement Marie-Émilie. Si vous savez, la meuf qui fait des monologues. En fait, mon vrai nom, c'est pas Marie-Émilie, c'est... Je peux pas te le dire pour l'instant parce que je te connais pas assez. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ne me mentez pas, je sais que vous y avez pensé. Et Julien Nil arrive à éviter que le fait qu'elle soit lesbienne soit son seul trait de caractère. On sait qu'elle est gothique, qu'elle est dépressive, même si elle en a pas vraiment l'air, que c'est un moulin à paroles, etc. Et ça évite ce genre de situation quand vous regardez les films. C'est Marie-Émilie, elle est gay. Putain, pas encore. Au niveau du jeu d'acteur, d'abord les points négatifs. Mina. Autant elle est cool dans la série, et parfois cool dans les BD même, autant dans le film où elle est interprétée par Eden Hoche, pendant les 20 premières minutes, bah elle est juste chiante. Je peux comprendre l'idée qu'elle trouve ça bizarre que sa meilleure amie mate un mec depuis plusieurs années sans lui adresser la parole, mais quand même je sens que le personnage aurait pu être meilleur et que ça aurait pu être amené d'une meilleure façon. Deuxième point négatif, Marie-Émilie. Ne vous enflammez pas, le problème ne vient pas de Lily Tayeb selon moi. C'est juste que dans la BD elle est censée être dépressive, mais je sais pas, je trouve que ça se sent pas. Mais Lily Tayeb fait le taf. Au niveau positif, Ludivine Sagny arrive à capter le caractère et les mimiques de la mère de Lou, Kian Kojandi entre parfaitement dans le rôle de Richard, en plus d'en avoir la carrure, et d'avoir une très bonne alchimie avec le duo féminin, et enfin, il y a Lou. Et là on va rentrer dans un débat sans fin. Parce que comme tout personnage de l'enfance, on s'est imaginé ce que ça donnerait en vrai. Comment elle marcherait, quelle voix elle aurait, comment elle serait coiffée, quel visage elle aurait, etc. etc. Donc quand on impose une vision d'un personnage à d'autres personnes, bah ça passe ou ça casse. Pour ce film, le choix a été Lola Lasseron. Et comme je l'espérais, elle est sympathique, attachante, on a envie de la suivre, et de la voir réussir. Et pour ceux qui vont me dire, oh mais elle ressemble pas à Lou. Vous avez déjà vu une fille avec des mèches carrées? D'un autre côté, les personnages restent très bien écrits et restent fidèles à la BD. Mais pour moi, l'exemple parfait d'à quel point les personnages sont bien écrits, c'est la scène où la mère de Lou réconforte Joss. Bah, ma grande... Ça va. Voilà, une simple phrase.
Un simple geste. Tu n'as pas besoin de faire plus. Et le charme de Ludivine Sagné arrive à rendre ce moment touchant. Puis surtout, tu sens qu'elle ferait ça à tout le monde. Elle est pas en mode « je vais lui faire un gros discours qui va la réconforter ». Pour la conclusion, Le Journal Infime est un film drôle, prenant, touchant et qui détient son propre style tout en restant fidèle à celui de l'œuvre qu'il adapte, étant donné que l'auteur de la BD donne sa version live des personnages. Et ça c'est pour la satisfaction personnelle, mais ça fait tellement du bien de voir une adaptation de BD où il n'y a pas un Kev Adams, un Benoît Poelvoorde, un Elise Moon ou un Cadmerat qui est là juste pour faire de la pub au film. Dernier point sur la musique. Composé par Julien Licaro, qui je le rappelle est le compositeur musical de la série, son style colle parfaitement à celui du film. Cela se remarque particulièrement avec les thèmes de la Malle de la Honte, du générique d'ouverture, ou encore avec le thème du Laser Game. Et voilà, j'ai fait le tour de Lou. Et j'ai tiré un trait sur elle. Elle m'aura accompagné pendant 7 ans, jusqu'au dernier jour d'enregistrement de cette vidéo. Et grâce à elle, j'ai compris une chose. Toute ma vie, j'ai cherché à être heureux. Mais la raison pour laquelle j'étais heureux, j'ai toujours porté dans mon cœur. Depuis ce matin de CE2, et que je t'ai découvert à chanter devant ton micro. J'aurais appris des choses sur la vie grâce à toi. Et c'est ça qui me plaît. C'est qu'à partir des cendres d'un monde en ruine, j'arrive à en bâtir un meilleur. Alors que je sois dans mon lit, sur internet, ou à l'autre bout du monde, tu seras toujours auprès de moi. Et tu seras toujours comme ma soeur. Merci. Gonna send the blood, gonna drown the mind. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me.